Nicholas Boone pensait qu'il réparait simplement de planches cassées. Il pensait quel bruit de grattement n'était causé que par des souris. Il pensait que Coraline était simplement une autre femme seule qui avait besoin d'aide pour réparer sa maison en ruine. Mais lorsque Dusty a commencé à creuser frénétiquement sous le plancher de la cuisine, haletant et gémissant à cause de quelque chose que Nicolas ne pouvait pas voir, tout ce qu'il croyait savoir a commencé à se fissurer comme un vieil arbre sous la pression. Le chien avait trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû exister, quelque chose qui avait été caché pendant des décennies sous des couches de poussière et un silence délibéré. Quelque chose qui fit trembler les mains de Cora lorsqu'elle comprit ce que Nicolas allait révéler. Car certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Certains secrets ne doivent pas être révélés au grand jour. Et certaines découvertes changeant tout si radicalement que la vie que vous avez vécue jusqu'alors semble avoir appartenu à quelqu'un d'autre. Nicolas était sur le point d'apprendre que la différence entre une simple réparation et une révélation qui bouleverse une vie était exactement 3 pieds de planche pourris et un chien très insistant. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les planches érodées du porche avant de Coraline lorsque Nicholas Boone s'approcha, une boîte à outils dans une main et la laisse de Dusty dans l'autre. La maison se dressait, comme un souvenir oublié, à la périphérie de la ville, sa peinture écaillée et ses fenêtres embuées par des années de négligence. Nicolas avait accepté le travail parce qu'il avait besoin d'argent et que Coraline lui avait proposé un salaire équitable pour ce qui semblait être une simple réparation. Dusty reniflait les poteaux du porche pendant que Nicolas frappait à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, il vit une femme dont les yeux reflétaient la fatigue provoquée par trop de déceptions. Coraline avait peut-être 40 ans, les cheveux grisonnants, sévèrement tirés en arrière, et des vêtements qui avaient connu de jours meilleurs. « Vous êtes menuisier » dit-elle sans chaleur. « Oui, madame. » Nicholas Boone. Vous avez mentionné des problèmes avec le sol de la cuisine. Elle s'écarta pour le laisser entrer, son regard s'attardant sur Dusty. Le chien restera dehors. Il ne causera pas de problème. Il veut juste me tenir compagnie pendant que je travaille. Quelque chose passa sur son visage. Un instant de calcul que Nicolas ne parvint pas à déchiffrer. D'accord, mais gardez-le loin de la cuisine. À l'intérieur de la maison, il régnait un silence pesant et une odeur de vieux bois. Nicolas suivit Cora à travers le salon, où des grains de poussière dansaient dans les rayons du soleil, puis passa devant la table à manger, qui semblait n'avoir pas servi depuis des mois. La cuisine derrière lui était petite et sombre, avec une cuisinière en fonte et une pompe à main près de l'évier. Là, dit Cora en montrant une partie du sol près du mur du fond. Il grince horriblement. Parfois, la nuit, j'entends des grattements en dessous. Nicolas posa sa boîte à outils et s'agenouilla pour examiner les planches. Plusieurs d'entre elles étaient gondolées et mal ajustées, leurs bords relevés comme les pages d'un livre abîmé par l'eau. Lorsqu'il appuya dessus avec sa main, elles cédèrent dans un léger gémissement. On dirait un dégât des eaux. Peut-être un problème avec la canalisation en dessous. Il n'y a pas de canalisation, dit rapidement Cora. Juste une cave. Nicolas leva les yeux vers elle. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une tension qui ne correspondait pas à la nature simple de la réparation. Eh bien, je vais devoir enlever ces planches pour trouver le problème. Réparer simplement ce qui est cassé. Rien de plus. Dehors, Dusty se mit à gémir, un son grave qui traversait les murs. Nicolas fronça les sourcils et regarda vers la fenêtre de la cuisine, mais le chien n'était pas visible sous cet angle. « Votre chien semble agité » remarqua Cora. « D'habitude, il est calme pendant que je travaille. » Nicolas choisit un levier dans la boîte à outils. Ça ne prendra pas longtemps, mais lorsqu'il posa l'outil sur la première planche mal ajustée, les gémissements de Dusty s'intensifièrent, devenant plus insistants. Le son était désormais différent, urgent, ce qui fit se hérisser les poils de la nuque de Nicolas. C'était le même son que Dusty émettait lorsqu'il sentait l'approche d'un orage ou lorsque des étrangers s'approchaient pendant la nuit. Quelque chose n'allait pas, et tout ce que c'était était caché sous ces planches pourries. Nicolas souleva la première planche dans un craquement sec qui sembla résonner dans la maison silencieuse. Aussitôt, les aboiements de Dusty éclatèrent à l'extérieur, convulsifs et insistants. Cora recula, le visage pâle. « Peut-être devrions-nous attendre demain » dit-elle en s'enveloppant dans ses bras. « Madame, le travail est déjà à moitié fait. » Nicolas posa la planche cassée et regarda dans l'espace sombre en dessous. « De plus, votre chien est simplement excité par quelque chose. Il sent probablement un raton laveur ou un opossum là-dessous.
Mais lorsqu'il souleva la deuxième planche, une odeur de moisi s'échappa de l'ouverture, qui n'avait rien à voir avec les animaux. C'était l'odeur du vieux papier et du cuir, des objets délibérément conservés dans l'obscurité. L'odeur était si forte que Nicolas comprit alors pourquoi Dusty se comportait bizarrement. L'odorat aigu du chien avait détecté ces odeurs inconnues qui s'échappaient des interstices du plancher bien avant que Nicolas ne remarque quoi que ce soit. Nicolas tendit la main vers la lampe, mais Cora la saisit pour l'en empêcher. Non. Il leva les yeux vers elle et vit dans son regard quelque chose qui lui serra le cœur, point de la peur, certes, mais aussi de l'humilité, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Madame Lannes, qu'y a-t-il en bas? Rien qui ne vous concerne. Nicolas scruta son visage, remarquant que ses doigts tremblaient en touchant son poignet. Dehors, Dusty avait cessé d'aboyer, mais on entendait maintenant un grattement désespéré et rythmé contre la porte de la cuisine. « Votre chien » murmura Cora. « Depuis combien de temps l'avez-vous » 3 ans. Je l'ai trouvé quand il était chiot. Pourquoi? Elle lâcha sa main et s'approcha de la fenêtre, regardant Dusty faire les 100 pas sur le porche. Certains animaux sentent des choses. Des choses qui devraient rester enfouies. Un frisson parcourut le dos de Nicolas, sans rapport avec l'air frais qui s'échappait de la fente dans le sol. « Madame Lannes, si vous avez des ennuis. » « Des ennuis ?» Elle rit point, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Les ennuis, c'est ce qui arrive quand les gens commencent à poser des questions qu'ils ne devraient pas poser. Les ennuis, c'est ce qui arrive quand les secrets sont révélés au grand jour. Nicolas posa le démonte-pneus et se leva lentement. Le soleil matinal s'était déplacé, laissant la cuisine dans une ombre plus profonde, et le visage de Cora était à moitié caché dans la pénombre. « Quell's secrets? » Ceux qui sauvent la vie des gens, dit-elle en se détournant de la fenêtre pour le regarder. Ceux qui, une fois révélés, changent tout pour toutes les personnes concernées. Les grattements à la porte devenaient de plus en plus insistants, et Nicolas entendait maintenant Dusty gémir entre deux tentatives pour entrer. Le chien ne s'était jamais comporté ainsi auparavant, il n'avait jamais manifesté un désir aussi désespéré d'atteindre Nicolas pendant qu'il travaillait. « Je pense, dit prudemment Nicolas, que quoi qu'il en soit, votre chien était au courant avant que je soulève la planche. » Le silence de Cora fut une réponse suffisante. Dans le silence grandissant, Nicolas perçut un autre bruit provenant du sol. Un léger bruissement de papier, comme si quelque chose en dessous bougeait dans le vent qu'il avait créé en ouvrant l'espace. Quelque chose qui attendait dans l'obscurité depuis des décennies, patiemment et immobile, jusqu'à ce que le moment opportun se présente pour se révéler. Nicolas leva la lampe et alluma une allumette avant que Cora n'ait le temps de protester à nouveau. La flamme s'embrasa, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cuisine. Quand il l'approcha de l'ouverture dans le sol, la lumière révéla quelque chose qui lui coupa le souffle. Il y avait une porte, pas simplement un vide sous le sol ou des fondations endommagées, mais une véritable porte en bois, installée horizontalement sous le planche, avec des charnières en fer forgé et un lourd verrou métallique. La porte était vieille, mais bien conservée, comme si quelqu'un avait pris soin de la protéger de l'humidité et de la pourriture. « Jesus » murmura Nicolas. « Ne dites rien, dit Cora d'une voix à peine audible. S'il vous plaît, ne le dites à personne. » Nicolas approcha la lampe, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La porte était entourée de pierres soigneusement ajustées, formant un cadre qui s'enfonçait plus profondément que la lumière de la lampe ne pouvait atteindre. Ce n'était pas un simple débarras caché à la hâte. C'était une construction sérieuse, l'œuvre d'un homme qui avait l'intention de la dissimuler pendant longtemps. Dehors, Dusty recommença à gratter la porte de la cuisine, ses griffes raclant le bois de plus en plus désespérément. Le bruit semblait refléter les battements rapides du cœur de Nicolas. « Depuis combien de temps est-ce là » demanda-t-il. Cora s'assit sur une chaise près de la table de la cuisine, le visage pâle à la lumière de la lampe. « Avant ma naissance. Avant même la naissance de ma mère. Qu'y a-t-il là-dessous? Des papiers, des documents. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement, « des preuves. » Nicolas sentit un œuf froid se former dans son estomac. Dans une région où la justice était souvent rendue à la potence et où la loi était celle du plus fort, les preuves pouvaient être dangereuses. Des preuves de quoi? Cora resta silencieuse si longtemps que Nicolas crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était vide. Des preuves de ce que faisaient les gens influents, de ce qu'ils pensaient rester à jamais enfoui.
Les grattements à la porte cessèrent soudainement, remplacés par un grognement grave de Dusty. Nicolas avait déjà entendu ce rugissement auparavant. Chaque fois que des inconnus s'approchaient de la maison pendant la nuit. Il posa la lampe sur le sol et s'approcha de la fenêtre. 3 personnes à cheval s'approchaient de la maison à un rythme régulier. Même de loin, Nicolas voyait bien qu'il ne s'agissait pas de visiteurs occasionnels. Ils chevauchaient avec l'air déterminé de gens qui avaient des affaires à régler, et leurs affaires impliquaient rarement des civilités. « Ils sont là » dit-il. Cora bondit et se précipita vers la fenêtre. Lorsqu'elle vit les cavaliers, elle pâlit. « Non, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Qui sont-ils ? » « Les gens qui viennent chaque mois. Les gens qui s'attendent à ce que certaines choses restent inchangées. » Elle se détourna de la fenêtre, les yeux exorbités par la panique. « Tu dois immédiatement fermer ça avant qu'il n'arrive. » Nicolas regarda la porte ouverte, puis à nouveau les cavaliers qui approchaient. Ils étaient suffisamment proches pour qu'il puisse distinguer les détails. Des chapeaux coûteux, un équipement bien entretenu, l'assurance de personnes qui possédaient plus que des chevaux et des selles. « Madame Lannes, dans quel pétrin vous êtes-vous fourrée ?» Mais il n'y avait pas le temps de répondre. Le bruit des sabots atteignit le porche avant, et le grognement de Dusty se transforma en un aboiement sonore. Quoi que cachât cette porte, quelles que fussent les preuves que Cora avait protégées pendant toutes ces années, ces gens étaient manifestement intéressés à ce qu'elle reste cachée. Nicolas attrapa les planches mal ajustées et commença à les remettre en place, mais ses mains tremblaient et les planches ne voulaient pas s'ajuster correctement. Le bruit des bottes sur le porche avant résonna dans toute la maison, lourd et délibéré. « Dépêche-toi » murmura Cora, la voix tendue par la peur. Un coup sec fit trembler la porte d'entrée. « Madame Lane, ouvrez » La voix avait l'autorité d'une personne habituée à ce qu'on lui obéisse. Nicolas réussit à placer 2 planches au-dessus de la porte cachée, mais il restait des interstices où le bois déformé refusait de s'ajuster correctement. « 1 minute » appela Cora, la voix plus aiguë que d'habitude. Elle se tourna vers Nicolas et lui saisit la main. « Quoi qu'il dise, quoi qu'il demande, tu es juste là pour réparer quelques planches mal ajustées. Rien de plus. »« Et qu'en est-il de « rien de plus » répéta-t-elle avec fureur. Les coups retentirent à nouveau, plus insistants. Les aboiements de Dusty atteignirent leur paroxysme à l'extérieur, et Nicolas entendit le chien courir d'avant en arrière sur le porche, plus agité qu'il ne l'avait jamais vu. Cora lissa sa jupe et se dirigea vers l'avant de la maison. Nicolas dispersa rapidement ses outils autour de l'ouverture partiellement recouverte, essayant de faire croire qu'il s'agissait d'un travail de réparation ordinaire. Il entendait déjà des voix, calmes et posées. Lorsque Cora ouvrit la porte d'entrée, « Messieurs, vous êtes en avance ce mois-ci. Nous avions des affaires à régler en ville. » La voix appartenait à un homme qui parlait lentement, pesant chaque mot. « Nous avons pensé passer voir comment les choses se passaient. Tout va bien. Comme d'habitude. C'est votre chien qui fait du bruit ?» Nicolas entendit des pas entrer dans la maison. Plus d'une paire de bottes sur le parquet. À travers la porte de la cuisine, il aperçut 3 silhouettes dans le salon. Des hommes grands, vêtus de manteaux sombres, le visage caché sous des chapeaux à large bord. « Il y a quelqu'un ici » dit une autre voix. Plus jeune, mais tout aussi dangereux. « Ce n'est qu'un menuisier » répondit rapidement Cora, « il répare le sol de la cuisine. » Quel problème ? Nicolas sentit la sueur perler sur son front tandis que les pas se rapprochaient de la cuisine. Il s'agenouilla près de la boîte à outils et tenta de paraître occupé, mais ses mains tremblaient traîtreusement tandis qu'il choisissait un marteau. Le premier homme apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il avait peut-être 50 ans, les cheveux gris acier et les yeux perçants. Son regard balaya la pièce, remarquant Nicolas, les outils éparpillés et l'esplанche remplacés à la hâte. « Bonjour » dit Nicolas en s'efforçant de garder une voix calme. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit lentement le tour de la cuisine, ses bottes grinçant sur le plancher en bois. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Nicolas travaillait, il s'arrêta et regarda vers le bas. « Intéressant travail de réparation » dit-il enfin. « Ce ne sont que des planches mal ajustées » répondit Nicolas. « Probablement des dégâts causés par l'eau. » L'homme s'agenouilla et appuya avec sa main sur l'une des planches que Nicolas avait remplacées. Elle céda légèrement sous la pression, révélant une fente en dessous. C'est drôle, les dégâts causés par l'eau. Ils laissent généralement des taches. Des déformations, de la pourriture.
Il leva les yeux vers Nicolas avec son regard froid. Ces planches semblent assez propres en dessous. Deux autres hommes entrèrent derrière lui. Nicolas sentit les murs se refermer sur lui, réalisant qu'il ne s'agissait pas de visiteurs occasionnels rendant visite à un voisin. C'étaient des hommes dont le métier consistait à veiller à ce que certains accords soient respectés, et ils avaient l'œil vif de ceux qui remarquent tout écart par rapport à leurs attentes mensuelles. Nicolas garda un visage neutre pendant que l'homme aux cheveux d'acier examinait le plancher. Les deux autres hommes se placèrent dans l'embrasure de la porte de la cuisine, bloquant toute issue facile. Leur présence remplissait la petite pièce d'une tension si palpable qu'on pouvait presque la goûter. Des dégâts causés par l'eau, dites-vous, dit l'homme d'une voix qui trahissait quelqu'un qui avait entendu d'innombrables mensonges et les trouvait tous peu convaincants. Oui, monsieur. Ces vieilles maisons, vous savez comment c'est. Les fondations s'affaissent. L'humidité s'infiltre. Nicolas tapota l'une des planches mal ajustées avec son marteau, produisant un son sourd. Cela a probablement duré des années. L'homme se leva lentement, ses articulations craquant presque autant que le plancher. Ses yeux froids ne quittaient pas le visage de Nicolas. « Comment vous appelez-vous »« Je suis charpentier. »« Nicholas Boone. Je viens de la ville. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je reste généralement dans l'ombre. Je fais le travail là où il y a du travail. » Le plus jeune des trois hommes s'avança point il avait la silhouette élancée d'un homme qui avait mené une vie difficile et l'énergie agitée d'un homme cherchant une raison d'utiliser le pistolet qu'il portait à la hanche. Peut-être devrions-nous jeter un œil à ce qu'il y a en dessous. Le soupir de Cora fut si brusque qu'il aurait pu briser du verre. Messieurs, est-ce vraiment nécessaire? Monsieur Boone est un honnête travailleur. L'homme aux cheveux d'acier leva la main et le jeune homme recula. Ce geste exprimait une autorité qui ne devait pas être remise en question. Madame Lannes, au cours de toutes ces années de collaboration, avez-vous jamais essayé de nous tromper? Jamais, répondit-elle doucement. Et vous comprenez les conséquences si cela venait à changer? Le visage de Cora pâlit, mais sa voix resta calme. Je comprends. Nicolas observait cet échange avec une inquiétude grandissante. Ces gens ne se contentaient pas de percevoir les loyers ou de mener leurs affaires habituelles. Leur politesse méticuleuse cachait à peine quelque chose de bien plus dangereux. Quelle que soit leur influence sur Cora, elle allait bien au-delà de l'argent. L'homme aux cheveux d'acier s'approcha de la fenêtre de la cuisine et regarda dehors, où Dusty continuait d'arpenter nerveusement le porche. C'est un chien intéressant, il est très agité aujourd'hui. Il n'aime pas les étrangers, dit Nicolas. Les animaux intelligents savent quand quelque chose ne va pas. L'homme se retourna vers la pièce. Les animaux ont un instinct qui leur permet de détecter le danger. Ils peuvent sentir quand leur monde est sur le point de changer. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une menace. Nicolas comprit que ces gens soupçonnaient quelque chose, même s'ils ne pouvaient pas le prouver. Ils avaient la patience des prédateurs qui savent que, tôt ou tard, une pression bien appliquée finira par faire tomber n'importe quel masque. Madame Lannes, a poursuivi l'homme, notre accord mensuel a bien fonctionné pour les deux parties. Vous bénéficiez de notre protection et nous obtenons certaines garanties de confidentialité. J'espère que cet accord vous satisfait toujours. Oui, murmura Cora. Tant mieux, car la protection peut être retirée aussi facilement qu'elle a été accordée. Son regard se posa à nouveau sur Nicolas, et de nouvelles complications exigent de nouvelles solutions. Nicolas sentit la sueur couler dans son dos, malgré la fraîcheur de l'air matinal. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple travail de réparation, et ces gens lui faisaient comprendre que sa présence avait été remarquée et appréciée. L'homme aux cheveux d'acier fit un signe de tête à ses compagnons. Nous partons, mais nous reviendrons le mois prochain, comme d'habitude. J'espère que tout sera en ordre. Tandis que les trois hommes quittaient la cuisine, Nicolas resta agenouillé près de ses outils, n'osant pas bouger, jusqu'à ce qu'il entende leurs pas sur le porche et le bruit de leurs chevaux s'éloignant. Ce n'est qu'alors qu'il se rendit compte qu'il retenait son souffle. Le silence qui suivit le départ des trois hommes semblait plus pesant que leur présence. Nicolas resta immobile jusqu'à ce que le bruit des sabots se soit complètement évanoui au loin. Lorsqu'il se leva enfin, ses jambes étaient instables. Cora se rassit sur une chaise de cuisine, les mains posées sur la table. Elle avait l'air d'une personne qui venait de survivre de justesse à la potence. Ce n'étaient pas des agents de recouvrement, dit Nicolas. Non, répondit-elle d'une voix à peine audible. Quelle protection offre-t-il? Et pourquoi payez-vous?
Cora regarda longuement ses mains. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard reflétait le poids écrasant d'une personne qui avait porté un secret trop longtemps. Ils ne veulent pas d'argent, Monsieur Boone. Ils veulent le silence. Nicolas approcha une chaise en face d'elle. Sur ce qui se trouve sous votre plancher, sur ce qui s'est passé il y a 40 ans, sur les personnes influentes qui pensaient pouvoir enterrer leurs crimes avec les preuves. Elle jeta un coup d'œil à l'ouverture partiellement recouverte. Mon père a trouvé ces papiers après que l'inondation ait endommagé l'ancien tribunal. Des documents qui auraient dû être détruits. Des documents pour lesquels certaines personnes ont payé cher afin qu'ils disparaissent. Quell's documents? Des titres fonciers qui étaient faux. Des reçus pour la vente de propriétés volées à des familles qui ne pouvaient pas se défendre. Des contrats accordant des droits d'exploitation minière à des personnes qui tuaient pour les obtenir. La voix de Cora devenait plus forte à mesure qu'elle parlait, comme si le fait de partager son fardeau le rendait plus léger. Des noms, des dates, des signatures, des preuves de corruption qui remontent jusqu'au gouvernement territorial. Nicolas sentit un froid qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. Dans une région où la justice était souvent rendue par ceux qui avaient le plus d'armes, de telles preuves pouvaient renverser les personnes les plus influentes de la région. Elles pouvaient également entraîner la mort de quiconque les détenait. Pourquoi votre père ne les a-t-il pas transmises? À qui? Le shérif était à la solde des personnes dont les crimes étaient documentés. Le juge recevait une part de chaque concession minière volée. La signature du maire figurait sur la moitié des actes falsifiés. Cora secoua la tête. Il n'y avait personne à qui les transmettre. Il les a donc cachés et a conclu un pacte avec le diable. Ces gens ont promis de laisser notre famille tranquille tant que les preuves resteraient enfouies. Ils viennent ici chaque mois depuis 40 ans, juste pour nous rappeler qu'ils nous surveillent. Nicolas regarda les planches mal ajustées. Sous elles se cachait le pouvoir de renverser les fonctionnaires corrompus et de rendre les biens volés à leurs propriétaires légitimes. Mais cela représentait également une condamnation à mort pour quiconque était assez courageux ou assez stupide pour agir. Et maintenant? Demanda-t-il. Maintenant, tu vas oublier ce que tu as vu ici aujourd'hui. Tu vas finir de réparer ces planches. Tu vas prendre ton argent et tu ne reviendras plus jamais. Les yeux de Cora s'assombrirent, car si vous restez impliqué dans cette affaire, Monsieur Boone, ces gens vous tueront, et ils prendront plaisir à le faire. Dehors, Dusty s'était enfin calmé, mais Nicolas l'entendait renifler les fondations de la maison, suivant ce que son odorat aigu trouvait inquiétant. Le comportement du chien rappela à Nicolas que certaines choses, une fois perturbées, ne seraient plus jamais les mêmes. « Et si quelqu'un voulait t'aider » demanda Nicolas à voix basse. « Aider à quoi ? Apporter ces documents à quelqu'un qui pourrait vraiment les utiliser. Quelqu'un en dehors de cette région. Quelqu'un que ces gens ne pourraient ni acheter ni intimider. » Cora le regarda comme s'il venait de lui proposer de sauter d'une falaise. « Ce n'est pas de l'aide, Monsieur Boone. C'est du suicide. » Nicolas scruta le visage de Cora à travers la table de la cuisine. La peur avait creusé de profondes rides autour de ses yeux, mais sous l'horreur, il vit autre chose. De l'espoir. Fragile comme un oisillon, mais indéniablement présent. Peut-être que le suicide vaut mieux que de vivre ainsi, dit-il doucement. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ces gens ont déjà tué. Ils ont enterré des familles entières qui se sont mises en travers de leur chemin. Alors pourquoi êtes-vous encore en vie? La question resta suspendue entre eux comme une lame. Les mains de Cora tremblaient tandis qu'elle lissait sa jupe, une habitude nerveuse qu'il commençait à reconnaître. Parce que ma famille a conclu un accord. Nous gardons le silence. Ils nous laissent vivre, mais seulement tant que les preuves restent cachées. Nicolas regarda les planches mal ajustées. Et s'ils ne restaient pas cachés? Et s'ils disparaissaient complètement? Que veux-tu dire? Je veux dire, si ces documents tombaient entre les mains de quelqu'un dans la capitale du territoire? Quelqu'un qui ne pouvait être ni acheté ni intimidé? Nicolas se pencha en avant. Ces gens contrôlent peut-être cette région, mais ils ne contrôlent pas tout. Cora secoua la tête. Même si nous parvenions à sortir ces documents d'ici, comment saurions-nous à qui faire confiance? D'après ce que nous savons, leur corruption s'étend jusqu'au gouvernement du territoire. Alors nous engagerons des marshals fédéraux, peut-être même de Washington. Et pendant ce temps, ils nous tueront tous les deux pour avoir essayé. Nicolas se leva et s'approcha de la fenêtre. Dusty était maintenant allongé sur le porche, mais ses oreilles restaient à l'affût,
tressaillant au moindre bruit. La vigilance constante du chien rappela à Nicolas que certaines batailles valaient la peine d'être menées. « Madame Lannes, depuis combien de temps vivez-vous dans la peur ? » « 40 ans. Et combien de temps comptez-vous continuer à vivre ainsi ?» Cora resta silencieuse si longtemps que Nicolas crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine audible. « Je rêvais de brûler ces papiers, de les jeter dans la cheminée et d'en finir avec tout ça. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que j'avais peur qu'il pense que j'en avais des copies. J'avais peur qu'il me tue quand même, juste pour être sûr. » Elle le regarda. « Et parce que ces documents représentent la justice pour des gens qui ne l'ont jamais obtenue, pour des familles qui ont tout perdu et sont mortes en croyant que leur meurtrier ne serait jamais traduit en justice. » Nicolas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une prise de conscience qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il passait d'un emploi à l'autre, d'une ville à l'autre, sans jamais trouver quoi que ce soit qui valait la peine de prendre le risque de s'arrêter. Mais cette fois, c'était différent. Cela avait une importance qui dépassait le cadre de sa propre sécurité. « J'ai un frère à Denver, dit-il. Il travaille dans un journal là-bas. Pas dans un journal que l'on peut acheter. Même si nous pouvions livrer les documents à Denver, ces gens nous poursuivraient. Pas s'ils pensaient que les papiers avaient été détruits. » Nicolas se détourna de la fenêtre. Et si nous leur faisions croire que leur secret avait péri dans les flammes ? Dans quelles flammes ? Celui qui brûle une vieille maison aux fondations pourries. Celui où un charpentier aurait pu laisser sa lampe trop près des copeaux de bois secs. Nicolas croisa son regard. Celui où quiconque fouillerait les cendres trouverait exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Rien. Pour la première fois depuis son arrivée ce matin-là, l'expression de Cora révélait autre chose que de l'humilité ou de la peur. C'était du calcul, l'examen minutieux de quelqu'un qui avait passé des décennies à planifier un moment qui ne viendrait peut-être jamais. 3 heures plus tard, Nicolas enveloppa soigneusement les derniers documents dans un tissu huilé. Les papiers étaient jaunis par le temps, mais parfaitement conservés. Chaque page témoignait de décennies de corruption qui avaient volé des terres, détruit des familles et bâti des fortunes sur les tombes d'innocents. Au total, 47 pages couvertes de signatures, de dates et de détails qui auraient pu renverser les personnes les plus puissantes du territoire. Cora rassembla ces quelques objets précieux. Une photo de ses parents, la bague de mariage de sa mère et une petite croix en bois qui avait appartenu à sa grand-mère. Tout le reste pouvait brûler. Le diligence part pour Denver à l'aube, dit Nicolas en rangeant les documents enveloppés dans des sacoches. Mon frère saura quoi faire, et si ces gens nous recherchent, ils ne nous trouveront pas. Demain soir, ils se tiendront debout dans les cendres de cette maison, satisfaits que leur secret ait péri dans les flammes. Nicolas avait déjà dispersé des copeaux de bois dans la cuisine et placé sa lanterne de manière à faire croire à un accident. Pour quiconque mènerait l'enquête, cela ressemblerait à un charpentier imprudent qui aurait renversé sa source de lumière en travaillant sur un plancher endommagé. Cora jeta un dernier regard à la cuisine qui avait été sa prison pendant 40 ans. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour arriver. Que feras-tu après ? Je recommencerai tout depuis le début. Je vais trouver un endroit où personne ne connaît mon nom ni l'histoire de ma famille. Elle sourit, ce qui illumina tout son visage. Et toi ? Je pense que je vais partir vers l'ouest après Denver, peut-être en Californie. J'ai toujours voulu voir l'océan. Nicolas souleva sa boîte à outils. On dirait que c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ. Ils sortirent par la porte arrière, Dusty trottinant à leur côté jusqu'à l'endroit où Nicolas avait caché son cheval dans les bois derrière la maison. Lorsqu'ils atteignirent la lisière des arbres, Nicolas alluma une allumette et la jeta par la fenêtre ouverte de la cuisine. Les flammes s'emparèrent immédiatement des copeaux de bois et montèrent avec avidité le long des murs. Le feu se propagea plus vite que Nicolas ne l'avait prévu. En quelques minutes, toute la cuisine était en proie aux flammes et de la fumée s'échappait des fenêtres. Dusty gémit doucement tandis qu'il regardait le feu engloutir la maison, mais sa queue remuait comme s'il comprenait que quelque chose de bien était en train de se passer. 40 ans de peur, murmura Cora lorsque le toit s'effondra dans un nuage d'étincelles. Disparus, ils roulèrent toute la nuit et atteignirent la ville suivante alors que le soleil teintait le ciel oriental de rose et d'or. À la gare routière, Nicolas acheta 2 billets. Un pour Denver pour lui, un pour Santa Fe pour Cora. Des destinations différentes, des avenirs différents. Tous deux étaient enfin libres. Alors que la diligence pour Denver partait,
Nicolas regarda par la fenêtre jusqu'à ce que la silhouette de Cora disparaisse au loin. Dans ses sacoches, les documents emballés allaient bientôt tomber entre de bonnes mains. Les marshals fédéraux arriveraient dans un mois. Les fonctionnaires corrompus seraient traduits en justice. Les terres volées seraient rendues aux familles qui en étaient les propriétaires légitimes. Dusty dormait paisiblement aux pieds de Nicolas tandis que la diligence roulait vers les montagnes. La satisfaction du chien disait tout ce que Nicolas avait besoin de savoir. Le danger était derrière eux, et l'avenir s'étendait devant eux comme une route encore inexplorée. Nicolas Boone avait commencé cette matinée comme un simple charpentier à la recherche d'un emploi. Il la terminait comme un homme qui avait contribué à changer le cours de l'histoire. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois depuis de longues années, cela semblait être exactement ce qu'il souhaitait. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant pour découvrir une autre histoire inoubliable du Far West, où le courage et le destin se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager le super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires de ce genre. Votre soutien compte énormément pour nous.